Marcher de Tel Aviv à Jérusalem. En tant que personne qui gère une chaîne appelée travelingisrael.com, j'ai beaucoup trop de vidéos de moi assis dans ma chambre. J'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent, marcher de Tel Aviv à Jérusalem et vous emmener avec moi. J'ai 4 jours, et nous verrons si j'y arrive. 2 notes importantes. Premièrement, il se peut que je n'arrive pas à Jérusalem. Je veux filmer et vous montrer beaucoup de choses en chemin. Et j'ai déjà fait plein de vidéos sur Jérusalem. Donc si je n'y arrive pas, pas de souci. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de vous montrer ce qu'il y a entre les deux. Deuxièmement, je ne fais pas comme il faut. L'itinéraire historique correct consiste à monter de Jaffa à Jérusalem. Être un peu théâtral, et c'est bien d'être théâtral, ça vous donne envie de continuer à regarder. Le port de Jaffa est l'endroit où le rêve de la Terre Sainte a rencontré la réalité. Je ne commence pas là-bas pour des raisons pratiques. Commencer à Jaffa signifie traverser une zone urbaine dense pendant de nombreux kilomètres. Et je veux marcher dans la nature, là où il y a beaucoup à voir. Donc je commence depuis le nord de Tel Aviv. Mon détour ajoute environ 20 à 30 kilomètres. Au lieu de commencer sur un site historique biblique, je commence ici à Metzitim Beach. Et honnêtement, je suis content parce que Metzim est le nom d'un film culte israélien tourné juste ici. Et le film a donné son nom à la plage. Il s'agit de 2 gars sans but dans la trentaine qui passaient la plupart de leur temps à traîner dans cette zone. Les 2 créateurs et vedettes du film étaient Uri Zohar et Arik Einstein. Arik Einstein était un acteur, mais surtout un chanteur, le plus grand chanteur qu'Israël ait jamais eu. Il a écrit des chansons pour enfants, des tubes populaires, il a inventé la pop israélienne, puis il a inventé le rock israélien. Arik Einstein est né à Tel Aviv et est décédé à Tel Aviv en 2013. Donc nous ne commençons pas à Jaffa, nous commençons avec Arik Einstein, et c'est déjà un bon début. Je dirais aussi ceci. En tant que guide touristique, nous évoquons souvent l'histoire, la Bible et l'archéologie, mais j'ai constaté au fil des années que les voyageurs posent rarement des questions sur le passé. Elles touchent à la société israélienne actuelle. Durant ce voyage, j'essaierai d'aborder ces 2 aspects. Comme vous pouvez le voir, il est tôt le matin. Je commence tôt parce que j'aime toujours commencer tôt, et aussi parce qu'aujourd'hui il va faire chaud, très chaud, jusqu'à 35 degrés aujourd'hui et demain. Ce sont les premiers vrais jours de chaleur de l'année, et nous sommes à la mi-avril. Honnêtement, j'ai pensé à annuler à cause de la chaleur. La chaleur en elle-même ne me dérange pas. Je vis dans le désert, mais une combinaison de chaleur et d'humidité, ce n'est vraiment pas agréable. Bref, j'étais sur le point d'annuler, puis je me suis souvenu de ce que ma grand-mère me disait toujours. Oren, si tu dois choisir entre 2 choses, assieds-toi et réfléchis à ce qui est toi le mieux pour toi. Mais si le choix est entre faire quelque chose ou ne pas le faire, fais-le toujours. La première partie du sentier suit la rivière Yarkon. Nous marcherons le long de la rivière Yarkon presque toute la journée. Je veux aussi commencer par quelque chose destiné à mon public israélien. Le nom de cette rivière est le Yarkon. En hébreu, nous appelons le Jourdain le Yarden, et le Yarmouk se jette dans le Yarden. Yarkon, Yarden, Yarmouk. Ce n'est pas un hasard si les 3 seules rivières qui coulent toute l'année en Israël commencent tous par le son Yar, qui dans les langues sémitiques anciennes signifiait rivière ou descente. Le parc Yarkon est le grand parc de Tel Aviv. Et le premier site le long du parcours est Gana Banim, un jardin commémoratif pour les soldats tombés de Tel Aviv. En chemin, nous allons voir beaucoup de mémoriaux. Israël a plus de monuments dédiés aux soldats tombés que n'importe quel autre pays au monde. La question de savoir comment se souvenir des morts est quelque chose à laquelle la société israélienne pense constamment. Pour la première partie du voyage, je vais marcher sur le sentier d'Israël. C'est un sentier de randonnée qui va du mont Trémont au nord jusqu'à Eilat au sud. Les marques blanches indiquent le nord et les marques oranges indiquent le sud. Maintenant, je passe sous l'autoroute, la route côtière, l'autoroute numéro 2. Aujourd'hui, si tout se passe bien, je vais traverser les autoroutes 2, 20, 4, 40 et 6. Vous avez peut-être remarqué un schéma. En Israël, toutes les routes qui vont du nord au sud ont des numéros pairs, et les routes qui vont d'est en ouest ont des numéros impairs.
D'accord, maintenant je marche dans le parc et j'ai une observation. Quelle est la différence entre les femmes à Tel Aviv et les femmes dans le reste d'Israël? Comme je l'ai dit, les voyageurs s'interrogent davantage sur les gens que sur les sites. C'était juste devant moi toute la matinée, alors j'ai décidé de partager. Les femmes en Israël portent un soutien-gorge et une chemise. À Tel Aviv, c'est soit l'un, soit l'autre, jamais les deux. Certains pensent sûrement que j'exagère. Peut-être êtes-vous allé à Tel Aviv et vu des femmes porter les deux. Mais non, ce sont des femmes qui viennent de Petah Tikva ou de Holland ou d'ailleurs pour travailler à Tel Aviv. Les Tel Aviviens, c'est l'un ou l'autre. Je devais juste dire ce que j'avais sur le cœur. Continuons. Le bâtiment derrière moi s'appelle la Maison de béton et vous n'allez pas croire pourquoi. C'est le premier bâtiment en béton jamais construit en Israël, en 1912. Mais son importance va bien au-delà de cela. Bien qu'il ressemble à une jolie maison résidentielle, il servait en réalité de station de pompage. Des moteurs diesel et des pompes modernes ont été installés ici pour irriguer les vergers de Petah Tikva. Même les canaux d'eau étaient en béton, contrairement à l'ancienne méthode en pierre et boue qui causait d'énormes pertes. Et il y a un point vraiment important ici. C'est le tout début de l'industrie de l'irrigation. Israël est une puissance mondiale dans la technologie de l'eau et tout a commencé ici. Les Juifs venus de pays où il leur était interdit de posséder des terres ont réussi en 2 générations à surmonter tous les problèmes liés à l'eau. Marais, irrigation, désert, ils ont littéralement réinventé l'agriculture. Souvenez-vous des marais, car nous en reparlerons très bientôt. Tellement de fruits. Tout tombe et pourrit. Mais ça sent tellement bon. Ici, vous pouvez voir le village baptiste qui sert la communauté baptiste. Il a été fondé en 1955 et accueille aujourd'hui des conférences et des séminaires. Un fait amusant, il y a un terrain de baseball ici. Je pense que c'est le seul en Israël. Donc si vous aimez le baseball, c'est l'endroit idéal pour vous. Le mouvement baptiste a commencé en Angleterre au XVIIe siècle et sa croyance fondamentale est qu'une personne doit être entièrement immergée dans l'eau à l'âge adulte par choix et non simplement aspergée lorsqu'elle est enfant. Ce mouvement chrétien a commencé il y a 400 ans, mais ses racines sont ici. Il ne s'agit pas seulement du fait que Jean le Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. À cette époque, à la fin de la période du Second Temple, à l'époque de Jésus, si vous voulez, une véritable fièvre de purification a balayé Israël. Toute l'idée est d'entrer dans l'eau non pas pour se laver, mais pour devenir pur. Si seulement c'était aussi simple d'entrer dans l'eau et d'en ressortir une meilleure personne. C'est ta première visite au parc? Waouh, écoute, Je suis aussi guide touristique. Et j'ai voyagé ici, il me semble, des dizaines de fois. Waouh, c'est très clair. J'apprécie vraiment. à quoi faire attention? Qu'est-ce qui est beau ici? Ici, une centrale à charbon et la relation entre les hommes est ce qu'il y a de plus intéressant. Un passage passe vraiment au-dessus du verger et se connecte à la lagune de Tel Aviv. Les eaux de la lagune de Tel Aviv appartiennent au verger auquel elle est liée. מגניב מאוד. Oui, à la lagune, Et c'est de ça dont je parle? תודה רבה. אז ביי. Au revoir. Il est donc maintenant 14 heures. Et je me rapproche de Rochamps.
Il me reste encore, je ne sais pas, 4 ou 5 kilomètres avant d'y arriver. Mais c'est plus calme ici. Moins de monde, c'est aussi plus propre. Vraiment agréable. Maintenant, je suis dans une forteresse appelée Antipatrice, nommée d'après le père d'Hérode qui a construit une forteresse ici. Cet endroit porte de nombreux noms: Télafek, Binar-Bashi, Rasselin. Cet endroit a des milliers d'années d'histoire. Mais je ne vais pas parler de cela. Je vais parler de quelque chose de plus important, quelque chose lié à cet endroit. Si vous deviez définir cette région, la terre d'Israël, en un mot, une phrase, que diriez-vous? La terre sainte, la patrie juive. Si je devais résumer cet endroit en un seul mot, je dirais couloir. Parce que si vous prenez du recul, la terre d'Israël est un couloir. C'est là que l'Afrique, l'Asie et la route vers l'Europe se rencontrent toutes. Pendant des milliers d'années, c'était le couloir entre les deux empires les plus importants du monde antique, la Mésopotamie et l'Égypte. Et plus tard, chaque empire qui voulait contrôler la Méditerranée est passé par ici. Les Romains, les Grecs, même les Mongols sont arrivés. La route la plus importante de la région était la voie de la mer, la Via Maris, qui reliait l'Égypte à la Syrie et à l'Irak. Et la Via Maris passait juste ici. Mais pourquoi ici? Souvenez-vous, ce matin, quand j'ai mentionné que la première route que j'ai traversée s'appelait la route côtière. Je me suis déplacé d'environ 2025 km à l'intérieur des terres. Pourquoi l'ancienne route passait-elle ici, alors qu'aujourd'hui, la route côtière longe directement la côte? La réponse, c'est la plaine. J'ai marché à travers une plaine toute la journée. Dans les prochaines heures ou jours, cela va changer. L'eau ne coulait pas de la source directement vers la mer, elle serpentait. En arabe, le nom de cette partie du Yaucon est Oudja, ce qui signifie la sinueuse. Ce méandrement a créé des marécages, non seulement ici, mais tout le long de la côte nord. Ainsi, la route historique de l'Égypte à la Syrie ne longeait pas la côte. Elle passait à 20 km à l'intérieur des terres, au pied des collines sumériennes. C'est pourquoi tant de forteresses ont été construites dans cette région au fil des siècles. La route est l'eau. Parce que celui qui contrôlait cette route contrôlait le corridor. Ici, je quitte le sentier d'Israël et me dirige vers Oshaïm. Je me demande si quelqu'un dans mon public israélien peut deviner exactement où je vais. Ce n'est pas évident. Indice, c'est de l'autre côté d'Oshaïm. Je retournerai sur le sentier demain. Mais pour l'instant, nous allons en ville. Il est 15h30. Et j'ai environ 1 heure de marche. Je l'ai fait. Tu vois que toutes les maisons ici sont alignées. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une ligne invisible ici, mais tu as entendu parler de cette ligne des centaines de fois. Si tu ouvres Google Maps, tu peux la voir. C'est la ligne d'armistice de 1948 entre Israël et la Jordanie. Tu la connais aussi sous le nom de Lagne verte. Quand des personnes qui ne comprennent pas la situation parlent de revenir aux frontières de 1967, c'est de cela qu'ils parlent, revenir ici. Réfléchis à ça une seconde. Aujourd'hui, j'ai traversé toute la largeur d'Israël d'ouest en est en une seule journée. Et il n'est que 18 heures, et je me suis arrêté pour prendre un café, j'ai fait des vidéos et je l'ai fait en portant environ 15 à 20 kilos sur le dos. Quand les gens parlent du Grand Israël, de quoi parlent-ils exactement? Combien de pays peux-tu traverser à pied en une seule journée? Je ne vais pas parler politique. Si tu veux ça, j'ai environ 300 vidéos politiques sur mes chaînes. Mais peut-être qu'en étant ici, en le voyant sur place, tu comprends pourquoi donner ce territoire à nos amis, un territoire qui surplombe la plus grande zone métropolitaine d'Israël, n'est pas une bonne idée.
Maintenant, à tous ceux qui ne croient pas que j'ai fait ça en une journée, laissez-moi vous montrer mon trajet sur Google Maps et combien de pas j'ai fait aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est plus de 40 000 pas, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. Et j'ai traversé tout Israël. Et à partir d'ici, je vais continuer et trouver un endroit où m'installer pour la nuit. Donc derrière moi, vous voyez les maisons de Rosh Hain. Et je marche maintenant dans ce magnifique paysage. Je pense qu'il me reste encore une demi-heure, 40 minutes de lumière. Ensuite, je devrais monter la tente. Ce sont vraiment les tout derniers jours où tout est encore vert. Dans 2 semaines, tout sera jaune. Et ça restera comme ça jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en janvier. D'accord, donc j'essaie vraiment d'éviter ce genre de route maintenant. Simplement parce que ce sont les premiers jours chauds et ce sont les jours où les serpents se réveillent. Non seulement ils se réveillent, mais ils sont aussi les plus dangereux. Donc je vais vraiment essayer de marcher lentement. Très prudent avec les bâtons. Encore une fois, très prudent. Donc comme je suis seul en février, je marcherai simplement ici. Mais maintenant, c'est un peu dangereux et je crois que je viens de me trouver un endroit pour passer la nuit. Je pense que je vais dormir ici. Première chose. Enlever mes chaussures. Hier à Tel Aviv, j'ai eu une très bonne idée et je me suis acheté de bonnes chaussettes. Très important. D'accord, Mésopotamie. J'ai acheté cette tente pour une personne sur AliExpress. AliExpress, c'est ce site comme Amazon. Voyons voir. Bonjour. Commençons. Organisons-nous. Aujourd'hui, il va faire chaud, donc je veux marcher autant que possible ce matin. Donc hier, j'ai surtout marché vers l'est le long du Yarkon. Aujourd'hui, je me dirige vers le sud. Les collines de Samarie seront sur ma gauche, la plaine côtière sur ma droite, et une grande partie du trajet suivra l'autoroute numéro 6. Il va faire très chaud aujourd'hui, donc je vais essayer de marcher autant de kilomètres que possible tôt le matin. Il est maintenant 6 heures du matin. D'accord, donc ça fait 1 heure que je marche. Il est temps de prendre le petit déjeuner et de me préparer le premier café de la journée. D'accord, donc si tu as déjà voyagé avec des Israéliens, alors tu sais probablement ce que c'est.
Café Bacal. Notre méthode pour préparer le café. Les Israéliens l'adorent. Le fait qu'hier je ne l'ai pas utilisé, c'est... Je devrais avoir honte de moi. Parce que les Israéliens l'utilisent tout le temps. Là-bas, vous pouvez voir la ville d'Elad. C'est une ville ultra-orthodoxe. Une chose que j'ai remarqué, c'est que les Haredim ultra-orthodoxes sont l'un des sujets qui intéressent le plus les voyageurs, et honnêtement, c'est tout à fait compréhensible. Je ne veux pas aborder ce sujet ici, ce n'est pas lié à ce que nous faisons. Mais je dirais qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment propre à Israël, quelque chose qui fascine les touristes et que les Israéliens ne réalisent même pas, que c'est spécial. En Israël, il y a des communautés construites autour d'une idée ou autour d'une communauté spécifique. Le meilleur exemple connu est le kibbutz, mais il existe réellement des communautés construites autour d'idées, de petites communautés dans le sud ou le nord. Amirim dans le nord, Neotzmadar, Torah. À un moment donné, je veux commencer à faire des vidéos à ce sujet parce que c'est un sujet tellement fascinant et personne, littéralement personne, n'en parle. C'est la même chose avec la ville ultra-orthodoxe d'Elad. En vérité, je veux faire une vidéo à ce sujet, surtout parce que je n'en sais pas assez. Benjamin l'Israélien a dit un jour « Quand je veux lire un bon livre, j'en écris un. » Et je suis plutôt d'accord avec cette idée. Donc j'espère que je ferai une vidéo sympa et intéressante sur cette randonnée. La plupart du temps, vous me verrez probablement parler dans la vidéo. Mais en réalité, la plupart du temps, il s'agit simplement de marcher. Marcher tranquillement dans la nature. C'est tout simplement magnifique. D'accord, donc ici je rejoins à nouveau le sentier d'Israël et je vais en gros le suivre jusqu'à Jérusalem. Donc là-bas, vous pouvez voir la route numéro 6. Nous allons marcher à côté d'elle pendant la majeure partie de la journée. Nous passons sous la route numéro 6. Mud and flies. Et nous y sommes arrivés. Donc j'ai environ, je ne sais pas, 2 km à marcher dans cette zone logistique. Ça fait aussi partie du contrat. Donc ça fait aussi partie du voyage. Boire un café glacé à côté d'une station de lavage. Et ça fait du bien. En fait, je n'ai pas tellement faim, mais je ne peux pas faire une vidéo sur la marche de Tel Aviv à Jérusalem sans manger un falafel. So I'm leaving. Je vais dans la zone industrielle et je retourne dans la nature. Ici, on peut voir le sol en mosaïque de l'église de Bakos. Elle remonte à la période byzantine, ce qui signifie qu'elle a environ 1515 ans
J'aime vraiment la transition entre les époques romaines et byzantines parce qu'elle s'est faite de manière incroyablement fluide. Dans la plupart des sites, je parle de batailles et de guerres, mais le passage à la période byzantine s'est fait sans heurts. Tellement sans heurts, en fait, que les gens n'avaient même pas l'impression de vivre dans une époque différente. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient byzantins. Pour eux, ils étaient simplement des Romains, qui s'étaient convertis au christianisme. Le terme période byzantine est en fait récent, il n'a qu'environ 300 ans. C'est une distinction moderne entre l'Empire romain avant et après le christianisme. Mais si vous aviez demandé à quelqu'un ici, dans cette église, il y a 1500 ans qui il était, il aurait répondu « Je suis romain ». Ce processus a aussi été graduel. Dans cette même église, il y avait même une mosaïque de la déesse grecque Tika, la déesse de la fortune. Donc ici, vous pouvez voir un serpent mort. C'est Zépha, je ne suis pas sûr du nom en anglais. C'est celui qui est dangereux, et on le reconnaît au motif. Les carrés sont reliés. Donc oui, c'est celui qui est dangereux. Donc je n'avais pas prévu de m'arrêter ici. Je veux faire une longue pause à Tel Khadid. C'est à environ 4 km d'ici. Mais j'ai senti ma tête commencer à me lancer à cause de la chaleur. Alors elle s'est arrêtée ici sous le pont, car il est très important de s'arrêter et de se reposer. Ton plus grand ennemi en Israël, le plus grand danger en Israël, c'est le soleil. Les gens pensent que ce n'est pas sûr, qu'il y a des attaques terroristes. Mais si tu te retrouves à l'hôpital en Israël, ce ne sera pas à cause d'une attaque terroriste. C'est à cause du soleil. Soit tu n'as pas assez bu, soit ton corps n'a pas réussi à se refroidir. Donc c'est très important de s'arrêter, de se reposer, de boire. J'emporte avec moi 4 litres d'eau et pour la nuit, 5 litres. Je traverse à nouveau sous la route numéro 6. Cette fois, la traversée est bien plus agréable. Regarde cet olivier. Il est magnifique. Donc maintenant, nous sommes à Tel Khadid. Cet endroit a des milliers d'années d'histoire. En ce moment, vous le savez parce que moi, le guide touristique, je vous le dis. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour ça. Il y a une caractéristique qui vous le dit sans même que vous soyez ici. Et c'est le nom, Tel Khadid. Un tel est une colline artificielle formée par de nombreuses couches d'occupation humaine. Dans le monde antique, dans cette région, les gens construisaient de la manière suivante. Les fondations, jusqu'à environ 50 cm, étaient refaites de pierre et les murs au-dessus étaient construits en briques de terre crue mêlées de paille. Les maisons nécessitaient un entretien constant. Si un village était détruit, la pluie, le vent, le soleil dissolvaient simplement les murs. Lorsque la vague suivante d'habitants arrivait, ils construisaient de la même façon, en réutilisant les pierres issues de l'occupation précédente. Mais la majeure partie de l'ancienne structure était ensevelie sous 1 mètre de boue, et ils devaient en apporter de nouvelles pierres couche par couche pendant des centaines et des milliers d'années. Le site s'élevait de plus en plus haut. Dans tout le Moyen-Orient, il y a des milliers de tels, chacun contenant de nombreuses couches. Et c'est l'origine du nom Tel Aviv. Tel Aviv est une ville moderne. Il n'y avait pas d'établissement ancien à cet endroit. Mais lorsque les gens ont voulu donner un nom à la première ville hébraïque, ils ont pensé au titre du livre de Herzl, le père du sionisme moderne. Le livre s'appelait Alt-Neuland, Terre ancienne et nouvelle. Mais ils voulaient quelque chose de plus poétique. Alors, au lieu de « ancien », ils ont utilisé le mot « tel ».
Et au lieu de nouveau, ils ont utilisé Javiv, qui signifie printemps, un nouveau départ. Et c'est ainsi que le nom Tel Aviv est né. Il y a une grande beauté à ce qu'une ville porte le nom d'un livre. Je ne sais pas s'il existe une autre grande ville dans le monde qui porte le nom d'un livre. Revenons à Tel Hadid. Les plus anciennes traces sur ce site remontent à 3500 ans. Le nom apparaît dans les archives de la campagne militaire du pharaon égyptien Thoutmôsis III. Comme je l'ai dit plus tôt, la terre d'Israël est un corridor par lequel les empires sont passés. L'empire égyptien a régné sur cette région pendant de très nombreuses années. Et Hadid est mentionné comme l'un des endroits que Thoutmôsis a conquis lors de l'une de ses campagnes militaires. De nombreuses batailles ont eu lieu ici au fil de l'histoire. Et vous pouvez voir pourquoi cet endroit domine toute la zone côtière. Une grande partie de ce que nous savons sur l'histoire de la terre d'Israël provient de découvertes faites en Égypte et en Mésopotamie, l'actuel Irak et l'Iran. Les rois qui menèrent des campagnes militaires ont laissé derrière eux des stèles inscrites relatant les villes qu'ils ont conquises, les peuples qu'ils ont vaincus. En fait, la première fois que le nom d'Israël apparaît dans un document en dehors de la Bible, c'est sur une stèle égyptienne datant de 1209 avant notre ère, où le pharaon Mérenptah écrit qu'il a vaincu Israël. D'autres inscriptions existent aussi. Je veux mentionner cela parce que, chaque fois que je parle de l'histoire d'Israël sur YouTube et que je fais référence à la Bible, il y a toujours des gens qui la rejettent immédiatement. C'est juste la Bible, je n'y crois pas. Et c'est très bien. Vous pouvez y croire ou non. La Bible n'est pas un manuel d'histoire, mais elle contient des événements et des périodes que nous pouvons retracer. Cette fleur ici s'appelle Dama Maccabim, le sang des Maccabées, et cette fleur est le symbole des soldats tombés au combat. Et la journée commémorative des soldats tombés aura lieu 2 jours après la fin de mon voyage. Donc c'est comme un coquelicot israélien. Dama Maccabim. Voici quelque chose d'intéressant. Il est écrit Koresh Toyota, Toyota Grove, sponsorisé par Union Motors Ltd 2006. Donc, ce matin, je ne savais pas qu'il y avait une forêt Toyota en Israël. Et maintenant, je le sais. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Il fait moins chaud maintenant. Et j'adore simplement le soleil de l'après-midi. Je pense que je vais marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Parce que demain, il fera aussi très chaud. Alors maintenant qu'il ne fait pas trop chaud et que c'est vraiment agréable, je vais simplement essayer de marcher autant que possible. Maintenant, nous marchons à travers la forêt de Ben Shemen, la plus grande forêt plantée d'Israël. La terre a été achetée en 1905 et des oliviers y ont été plantés pour produire de l'huile. Mais aujourd'hui, ce sont surtout des pins et des cyprès. C'est tellement beau ici. C'est tellement agréable d'être dehors. Je suis devenu guide touristique parce que j'aime la randonnée, mais au final, je n'ai presque jamais guidé dans la nature. La grande majorité de mes visites étaient à Jérusalem, Tel Aviv et sur des sites historiques, Masada, Césarée. Peut-être que si cette vidéo marche bien, je ferai d'autres vidéos de randonnée. Il y a le sentier du Golan, le sentier de Jésus et le sentier d'Israël. Il commence à faire plus sombre. Le soleil est sur le point de se coucher là-bas. Et je pense que je vais simplement continuer.
Donc je veux traverser la route là-bas, puis aller sur la colline de l'autre côté. Je n'ai pas beaucoup de batterie, donc il se peut que je marche la nuit, puis que je recharge ma batterie à la troune qui se trouve derrière ces arbres. D'accord, les gars, il est maintenant 21 heures. Je me suis trouvé un endroit sympa pour dormir. Demain matin, je vais me réveiller très tôt, peut-être même avant l'aube, et commencer à marcher. Si tu viens en Israël, ne fais pas ce que je viens de faire. Ne marche pas la nuit si tu ne connais pas le terrain. Mais ouais, c'est juste que je voulais juste profiter de la marche quand ce n'est pas si difficile. Alors, à demain. Bonjour. C'était une nuit très venteuse avec des vents chauds. J'ai commencé à marcher et maintenant je suis ici à la Troune. Le soleil va bientôt se lever et je vais vous montrer l'endroit. Donc dans cette région, il y a plusieurs sites différents que je veux vous montrer et nous allons commencer par le nom, car les noms nous en disent souvent beaucoup. Le nom latin n'a aucune signification en hébreu ni dans aucune langue, car c'est une déformation. Pendant la période des croisades, il y avait ici une forteresse appelée Latron des Chevries. Je ne le prononce probablement pas correctement. Cela signifie la tour des chevaliers. Et le nom nous en dit long sur cette région. C'est un lieu d'une grande importance stratégique. De nombreuses batailles ont eu lieu ici. Même des soldats australiens ont combattu ici. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de la Via Maris, la voie de la mer, la route la plus importante de tout le monde méditerranéen antique. Mais si vous mettez de côté l'Égypte et la Mésopotamie, et que vous ne regardez que la terre d'Israël, uniquement la terre sainte, alors la route la plus importante ici est sans aucun doute celle qui monte de la côte vers Jérusalem. Et ce point contrôle l'entrée de la vallée qui offre la montée la plus facile vers la ville. Les croisés ont construit une forteresse ici pour protéger les pèlerins en route vers Jérusalem et pour combattre les musulmans. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917, les cavaliers australiens ont pris cet endroit aux Ottomans. Le bâtiment le plus remarquable aujourd'hui est le fort de police britannique construit ici en 1937. En 1948, les Jordaniens se sont emparés du complexe et les forces de Tsahal ont tenté à 5 reprises de le reprendre, sans succès. Aujourd'hui, ce site sert de mémorial et de musée du corps blindé. Donc d'ici, depuis les ruines de la forteresse des Croisés, vous pouvez voir un endroit très spécial, Carmé Yosef, le bel endroit où j'ai grandi. Juste à côté de Carmé Yosef, vous pouvez voir Tel Gezer. Avant de parler du site, je veux partager une pensée personnelle qui me vient quand je vois l'endroit où j'ai grandi sous un angle auquel je ne suis pas habitué. J'ai parlé plutôt de la façon dont Israël a des communautés construites autour d'une idée. L'exemple le plus célèbre est bien sûr le kibbutz. J'ai grandi à Karm Yosef, qui est un yeshuv comme un village. Et juste à côté de Karm Yosef se trouve le kibbutz Gezer et le kibbutz Nashon. Et je ne connais personne venant de l'un ou l'autre. C'est comme ça qu'on a grandi. Une séparation totale, complètement déconnectée. Nous, on allait à l'école du village, eux allaient dans des écoles de kibbutz. On ne se croisait jamais dans les activités extrascolaires, jamais lors d'événements, rien du tout. Et j'ai toujours pensé que peut-être mon meilleur ami grandissait au kibbutz Nashon. Peut-être que ma première petite amie grandissait au kibbutz Gezer. Et je ne les ai jamais rencontrés à cause de cette séparation entre les kibbutzim et les villages. Je ne pense même pas les avoir jamais visités. Ils étaient à environ 1 kilomètre et je n'y suis jamais allé. Tu sais déjà ce qu'est une colline archéologique. Tel Gezer est d'ailleurs l'une des collines archéologiques majeures du pays. Elle contient environ 5000 ans d'occupation continue. Et comme tu t'en doutes, Gezer était mentionné dans la Bible, c'est l'une des villes que le roi Salomon a fortifiées aux côtés de Hazor et de Tel Megiddo, que tu connais sous le nom d'Armageddon. Maintenant, je vais dire ceci.
C'est agréable de grandir dans un endroit où le jardin, l'endroit où tu promènes ton chien, est mentionné dans la Bible. La plupart des gens dans le monde, disons quelqu'un du Wisconsin, ne peuvent pas dire que la Bible a été écrite à propos de leur jardin, un endroit qu'ils peuvent voir depuis la fenêtre de leur cuisine. Je ne vais pas prétendre qu'à chaque fois que je traversais Tel Gezer, je me disais « Aurine, tu marches sur un sol historique, tu continues la chaîne des générations. » Non, mais cela donne un sens à la vie. À la mienne, au moins. Neve Shalom a probablement l'un des plus beaux cimetières en Israël. Ce bâtiment s'appelle Beta Doumiya, la maison du silence. Son nom est tiré d'un verset des psaumes. Le silence est ta prière, ô Dieu, à Sion. À toi, nous accomplissons nos vœux. C'est un lieu de prière et de méditation. J'ai mentionné que je ne connais personne des kibboutz voisins et je ne connais vraiment personne non plus dans cette communauté, Neve Shalom. Cet endroit est l'un des plus uniques du pays car ici, Juifs et Arabes vivent ensemble par choix. Israël compte 10 millions d'habitants, 8 millions de Juifs et 2 millions d'Arabes, et la plupart des communautés sont séparées. Il y a de nombreuses raisons à cela. La plupart ne sont pas politiques, c'est simplement le cours de la vie quotidienne. Langues différentes, cultures différentes, histoires différentes. Les zones mixtes, ce sont les villes. Haïfa, Jaffa, Jérusalem, Acre, mais même là, la plupart des quartiers sont séparés. Les quartiers arabes sont généralement les plus pauvres, exactement comme les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie et le Liban, qui sont plus pauvres qu'Israël. Ce schéma se retrouve aussi dans les villes européennes. En tout cas, il y a eu ici même une tentative judéo-arabe de vivre ensemble. L'idée venait d'un moine, né juif en Égypte, qui s'appelait Borno Rouzo. Le village a été fondé en 1970, sur des terres appartenant au monastère de Latroun, et est devenu une expérience sociale fascinante. Il y a une école bilingue et beaucoup d'espoir entourant cet endroit. Il y a quelques années, un bon film est sorti à ce sujet en hébreu, mais peut-être que vous pouvez le trouver avec les sous-titres. Sur YouTube, vous pouvez parfois forcer la traduction automatique dans votre langue. Je laisse le lien ci-dessous. Il y a environ 30 ans, la communauté a traversé l'une de ses plus grandes crises. Un garçon juif du village d'Om Kitin a été tué en tant que soldat dans le crash d'un hélicoptère. Ses parents voulaient ériger un mémorial en sa mémoire, et de nombreux habitants arabes s'y sont opposés. Finalement, le mémorial a été placé sur un terrain de basket avec l'inscription « Un enfant de la paix tué à la guerre ». Cet épisode a sérieusement endommagé les relations ici. Je dirais que je connais quelques personnes liées à cet endroit, et je leur ai demandé leur avis. Ils n'ont pas parlé d'un grand succès. Et d'après le film aussi, réalisé par quelqu'un qui a grandi ici à propos d'enfants qui ont grandi ici, on ne ressort pas avec l'impression que l'expérience a fonctionné. Neve Shalom, malgré une couverture médiatique très large et très positive, n'a pas apporté la percée attendue. La séparation entre juifs et arabes demeure. Mais je veux remettre les choses en perspective. J'arrive de l'extérieur pour une demi-seconde et, en gros, je résume ou je juge le travail de toute une vie de certaines personnes. Et il y a quelque chose d'injuste là-dedans. J'ajouterai aussi que, par-dessus tout, je respecte les personnes qui essaient de changer les choses. Je suis allergique aux gens qui ne font que se plaindre. Soit apprenez à vivre avec la situation, soit, si cela compte vraiment pour vous, essayez de la changer. Évidemment, ce n'est pas toujours possible et c'est difficile. Essayez de changer les choses, je respecte encore plus. Donc je viens de rencontrer
Et je l'ai reconnu parce que j'ai vu le film il y a seulement quelques jours. Il est sorti du dôme et nous avons eu une petite discussion. Ça m'a toujours surpris que les gens croient encore que la paix est possible. Avec les Arabes, je veux dire, il y a une expression allemande, die Hoffnung stirbt zuletzt. L'espoir est la dernière chose à mourir. Et je pense qu'ils vivent dans une illusion. Ils veulent tellement la paix qu'ils déforment la réalité. Encore une fois, je veux la paix. Je veux que les Arabes veuillent la paix. Mais more than plus que ce que je veux, il est plus important d'écouter l'autre camp, vraiment de les écouter. Et ils sont très très clairs. Ils disent qu'Israël existera jusqu'à ce que l'islam l'efface. Et quand tu vois ce qu'ils se font entre eux, comment ils traitent les homosexuels, pas de démocratie, comment ils s'entretuent un an. Tu sais, là je l'ai dit 1 million de fois dans mes vidéos. Je n'ai pas besoin de le répéter ici. La guerre est une chose terrible. Mais vivre dans une illusion de paix et se soumettre au mal, c'est pire. Donc vous pouvez voir les arbres brûler tout autour de moi. L'an dernier, un énorme incendie a eu lieu ici. Quoi qu'il en soit, alors que je m'approche des montagnes de Jérusalem, je quitte cette région où j'ai grandi et qui s'appelle la Shfela, les basses terres, les collines peu escarpées. Je suis à peu près à mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv. Et Tel Aviv et Jérusalem ne sont pas seulement deux villes. J'ai mentionné dans quelques vidéos à quel point elles sont différentes. Jérusalem est dans les montagnes, construite sur la roche, ancienne, plus pauvre, la capitale. Les femmes portent un soutien-gorge et une chemise. Elle est mentionnée dans la Bible des centaines de fois. Tel Aviv est une ville riche. C'est sur le sable le centre d'affaires, sur la côte ouvert au monde, laïque. Et cette tension n'existe pas seulement entre deux villes différentes, elle existe entre deux identités, l'identité juive et l'identité israélienne. Permettez-moi de compliquer les choses. 3 identités, hébraïque, israélienne et juive. Je les énumère dans cet ordre parce que c'est l'ordre dans lequel elles apparaissent. Dans la Genèse, Avram est déjà appelé hébreu, ivri. Plus tard, dans le Lévitique, nous rencontrons pour la première fois le fils d'une femme israélite. Et ce n'est que dans les livres des rois que nous découvrons la tribu de Juda. Aujourd'hui, l'hébreu ivrite est la langue que nous parlons. Israélien désigne la nationalité et juif la religion. Mais si l'on remonte au début, l'hébreu désignait la culture, israélite la nationalité et Juda la tribu. Ces mots ont traversé de nombreuses transformations et ont eu différents sens. Et pour revenir à notre voyage d'aujourd'hui, Tel Aviv représente l'israélité et Jérusalem représente la judéité. Et cette tension accompagne le peuple juif depuis l'époque biblique. Après le roi Salomon, le royaume s'est divisé en royaume de Juda et royaume d'Israël. La Judée gouvernait la région autour de Jérusalem dans les montagnes. Israël gouvernait les régions côtières et les vallées, et était beaucoup plus grand et plus puissant. Mais elle a été conquise par les Assyriens, et les 10 tribus qui composaient Israël ont disparu. On pourrait écrire des livres entiers à ce sujet, sur l'histoire juive et l'identité juive. Je dirais simplement que je suis heureux d'avoir grandi ici dans la Shephéla, entre les montagnes et les mers, entre Tel Aviv et Jérusalem, entre l'ouverture et l'appartenance historique. Comme je l'ai mentionné, il y a de nombreux mémoriaux sur la route de Jérusalem. Et plus tard, aujourd'hui, j'arriverai à ce qui est, à mon avis, l'un des monuments les plus importants d'Israël. Un que même les Israéliens ignorent. En tout cas, ce mémorial est à la mémoire des volontaires venus de l'extérieur d'Israël, pas seulement des Juifs qui sont venus pour se porter volontaires pendant la guerre d'indépendance et qui sont tombés pour l'État d'Israël.
J'ai dit que je parcourais le sentier national d'Israël, et même si c'est vrai, ce n'est pas tout à fait exact. Parfois, je prends des raccourcis, et parfois je fais des détours. Par exemple, aller à Neve Shalom ne fait pas officiellement partie du sentier, mais c'était important pour moi d'y aller. Juste ici, j'ai pensé à prendre un raccourci et à rester sur ce chemin, qui est large et pas très raide. Mais à la place, je vais monter maintenant et parler des routes de Birmanie et des batailles sur le chemin de Jérusalem. Peut-être que ce n'est pas essentiel pour une vidéo comme celle-ci, mais je ne peux pas monter à Jérusalem sans en parler. Mes deux grands-pères ont combattu pendant la guerre d'indépendance. C'était une partie centrale de leur vie, et ils ont traversé beaucoup d'épreuves dans leur existence. J'essaie de mettre des mots sur la raison pour laquelle, sous la chaleur de midi, je m'efforce de gravir cette montée. Ce n'est pas que je le fais pour mes grands-pères, ni pour moi-même, ni pour vous les spectateurs. Je pense que je le fais pour ce que je suis grâce à eux. Si je monte à Jérusalem par les chemins, je vais faire une randonnée et parler de la route de Birmanie et des batailles sur la route de Jérusalem. J'espère que ce que je dis a du sens. D'accord, je veux te montrer quelque chose. En fait, ce n'est pas à propos de la route de Birmanie. Tu vois des explications. Tu vois tous les autocollants ici. Et ce sont des autocollants qui ont été faits en l'honneur des soldats qui sont morts. Depuis le 7 octobre. Donc on peut dire que c'est une nouvelle tendance. Comme je l'ai dit au début, Israël est obsédé par la commémoration des morts, en particulier des soldats. Donc, Yeah. ici, il est écrit « Tant que quelqu'un se souvient de moi, je suis vivant ». Barak ben David est tombé au combat. Après que l'armée israélienne a échoué à conquérir la Troum qui contrôlait la route principale vers Jérusalem, il a fallu trouver un itinéraire alternatif pour atteindre la ville qui était assiégée. En 1948, 100 000 Juifs vivèrent à Jérusalem. Il fallait donc trouver une autre solution. La solution a été une route contournant Latroun à travers les montagnes. L'itinéraire a été nommé route de Birmanie, en référence à celle construite par les Britanniques contre les Japonais en Birmanie et sud de la Chine durant la Seconde Guerre mondiale. De plus, les villages arabes de la région qui avaient imposé le siège à Jérusalem et tiré sur les convois ont également été conquis. Donc, la plupart des arbres ici sont des pins. Laissez-moi vous apprendre un mot hébreu. Comment dit-on pin en hébreu ? Facile, Oren. Oren, c'est mon prénom. Oren signifie pin, mais il y a ici un arbre bien plus joli qui s'appelle Katlav. Regardez comme il est beau. Ce site s'appelle la grotte de Nebridge. Ceci est un mémorial dédié aux communautés juives d'Europe détruites pendant l'Holocauste. Et à mes yeux, ce site et d'autres comme celui-ci font partie des lieux liés à l'Holocauste les plus importants qui existent. Laissez-moi vous expliquer. Après l'armée, je suis parti sur les traces de la Seconde Guerre mondiale. J'ai acheté un van et j'ai roulé de la Normandie à Stalingrad. 4 mois, 10 pays, 200 sites liés à la guerre. Champs de bataille, bases de musées, camps. J'ai rencontré la fille de Churchill et passé la nuit à Treblinka. J'ai visité de nombreux endroits, dont plusieurs camps en Pologne. Et quelque part entre Auschwitz, Treblinka et Majdanek, j'ai compris que je ne me concentrais pas sur la bonne chose. Je savais combien de personnes avaient été tuées dans chaque camp, les noms des commandants, et je connaissais énormément de détails sur tout ce qui entourait cela. Et presque rien sur ce qui comptait vraiment, sur les communautés juives qui ont été détruites là-bas, sur le monde qui a disparu. La journée du souvenir de la Shoah en Israël coïncide presque avec le début de l'insurrection du ghetto de Varsovie. En fait, elle avait lieu la veille de ma marche.
Le jeune État d'Israël devait mettre en avant l'image du juif combattant. Le monde dont venaient ces combattants n'avait pas d'importance pour eux. Ils regardaient vers l'avant, vers l'État d'Israël. Et ce monde a disparu. Je veux donner juste un exemple. Le plus grand centre juif du monde se trouvait en Pologne. Et quel était le plus grand mouvement juif là-bas? Ni le sionisme, ni les ultra-orthodoxes, ni les juifs qui voulaient s'assimiler. Le plus grand mouvement était le Bund. C'était un mouvement socialiste juif, yiddishophone, qui voulait construire une sorte d'autonomie juive au sein du nouvel ordre mondial socialiste. C'était un mouvement avec des écrivains, des poètes, des intellectuels, des associations, des institutions culturelles, des journaux. Que restait-il de ce mouvement? Rien. Combien de personnes le connaissent? Très peu. Il y a 100 ans, c'était le plus grand mouvement. Il y avait tout un monde là-bas qui a disparu. Quand j'étais enfant, je me suis dit quelque chose. Peut-être qu'il y avait un enfant dont personne ne savait qu'il était mort, parce que personne ne savait qu'il avait vécu. Qu'en est-il d'un enfant dont toute la famille, tous les amis, tous les voisins et toutes les personnes qui l'ont connu ont été tués, et que personne au monde ne sait qu'il a jamais existé? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en gros un enseignant itinérant. Depuis 3 ans, je ne voyage plus et je fais des vidéos. Regarde, 3 ans de chaos. c'est ça. Quelle chanson devrions-nous jouer pour toi? Pour YouTube, c'est dans la vidéo. Pas de problème. Ma famille et moi lui avons donné beaucoup d'argent, dont un de ma part. Combien de minutes ça fait? On parle, et celui qui sait traverser, c'est un easter egg. Celui qui sait pour les deux, cette vidéo sera longue, peut-être 40 ou 50 minutes. Je parle à mon téléphone, les gens paient, des millions regardent, et je ne suis pas un grand génie. Nous, tu veux qu'on te fasse, on est de la même société, tu veux qu'on te fasse des vidéos? Non, vraiment, et enregistrer? Je suis content. Eh bien, C'est 10%. oui. Avec plaisir, si tu veux, avec plaisir. Tout le monde est d'accord? Attends, et qui regarde depuis l'étranger? Donc 90% viennent de l'étranger et 10% d'Israël. Oui, oui. D'où viens-tu? Les États-Unis représentent la plus grande part, 30 et quelques pourcents, et l'Angleterre, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Je demande une bière. Quelle sorte de bière? Quoi au marché? Non, j'ai travaillé au marché et maintenant j'ai ouvert il y a 2 ans. Tamir Lavi, peut-être qu'il y en aura aussi un. Oui, je vais au centre culturel, je vais au centre culturel. Non, parce que je ferai tout là-bas. Tu vas, oui. Tu vas, Brian, bonjour, 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 bonjour. Je suis le centre culturel. Oui, peut-être que j'ai un oulpan, je ne sais pas, c'est un peu drôle, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas, un oulpan, je ne... Tu sais, ta chanson a déjà été filmée à l'avance, donc cela sera inclus. Il... ressemblait à... Shlomo Haaretz, ton Shlomo Haaretz va entrer. Shlomo, j'ai marché derrière toi, tu m'entends de loin. Shlomo Haaretz, Shlomo Haaretz. Shlomo Haaretz, c'est beau dans le... D'accord, les gars, il a commencé à pleuvoir. Et quand il pleut en terre sainte sur les Juifs, ils sont mouillés. Je sais. D'accord, il est donc 7h moins le quart. Il va bientôt faire nuit et je vais commencer à chercher un endroit pour installer ma tente. Ici, dans cette zone. C'est un peu problématique parce qu'il y a une pente des deux côtés.
Donc, je vais devoir continuer à marcher jusqu'à ce que je trouve un endroit près de la route où c'est plat, presque plat. D'accord, donc ceci est un ancien pressoir à vin. C'est comme ça, c'est ce que je pense. Ils écrasaient ici les raisins avec leurs pieds. Et moi, je serais en train de dormir. Nous avons installé la tente ici. Yalla. Commençons à travailler. Quand j'ai fait mon master en études de la terre d'Israël et le cours de guide touristique, j'ai vécu pendant 1 an et demi dans une tente sous l'université de Haïfa. J'ai également réalisé un film sur le sujet, je mettrai un lien ci-dessous. Le film est en hébreu avec des sous-titres. Shlomo Ha, comment est-il possible que tu sois passé à vivre dans un endroit normal? Shlomo Ha Aretz, Shlomo Ha Aretz, Shlomo Ha Aretz, Aretz. Shlomo Aretz, mais des jeans. Shlomo Aretz. Shlomo Aretz. Shlomo Haaretz. Shlomo Haaretz. De toute façon, la nuit, il y a beaucoup de mouvements, bien plus que ce que les gens pensent. Donc l'endroit ne doit pas être au sommet d'une colline, ni en bas, ni à un point de vue panoramique, ni près de l'eau, ni près d'un carrefour où les gens s'arrêtent et regardent autour d'eux. Qu'est-ce qui fonctionne alors? L'endroit le plus banal que tu puisses te trouver. Un endroit où ni les animaux ni les gens ne penseraient à passer. Et je pense que cet endroit est plutôt bien. Il est assez proche de la route, mais personne qui marche sur la route ne peut me voir. D'accord les gars, donc hier et avant-hier, je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé. Donc je vais vous montrer maintenant. J'ai du riz. Oignon, carbanos. Carbanos est la pierre angulaire de tout repas nutritif en plein air. Et bien sûr l'ail. Attendons 10 minutes et voyons à quoi ça ressemble. Bonjour, nous avons beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Organisons-nous et... Yalla. Donc je me suis levé tôt, j'ai marché quelques kilomètres et maintenant je suis au kibbutz. Hatsuba est un kibbutz et on peut dire que c'en est un rien qu'à sa forme. Les kibbutzim sont souvent conçus avec une sorte de disposition circulaire. Il y aura toujours une pelouse centrale entourée par le réfectoire, le club social, Mordol Kaver et l'épicerie. Les maisons au centre sont généralement petites parce qu'historiquement, les gens ne passaient même pas beaucoup de temps chez eux. Les repas étaient pris au réfectoire, tout le monde travaillait dehors et les enfants étaient élevés dans des maisons d'enfants, mais Il al-Hadim. Tsuba est aussi un kibbutz prospère, ce qui est évident puisqu'il est resté un kibbutz communautaire. Sur environ 270 kibbutzim en Israël, près de 200 ont déjà été privatisés, ce qui signifie essentiellement qu'ils ne sont plus de véritables kibbutzim. Chacun gagne selon ses capacités individuelles. Les kibbutzim qui sont restés communautaires sont ceux qui ont de l'argent et qui réussissent. C'est peut-être un peu ironique, mais au final, le socialisme est quelque chose que seuls ceux qui ont réussi dans le monde capitaliste peuvent se permettre. Donc ici, vous pouvez voir les figuiers.
Vous pouvez voir ici les ruines. Ceci est Tel Tsuba. Le kibbutz Tsuba a été fondé par des combattants qui se sont battus ici même en 1948. Mais le nom Tsuba, croyez-le ou non, comme beaucoup de noms en Israël, est en fait mentionné dans la Bible comme le lieu d'origine de l'un des guerriers d'élite du roi David, Igal, fils de Nathan de Tsuba. Ce que vous voyez ici aujourd'hui, ce sont les ruines d'une forteresse croisée appelée Belmont. Tout comme Latroun, cette forteresse a été construite pour protéger les pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem. Vous pouvez également voir les vestiges du village arabe de Suba, qui se trouvait ici jusqu'en 1948. Eight. Maintenant, je me dirige vers un endroit très important. Ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais après avoir marché 100 km et mangé principalement des crackers, des noix et du riz, vous avez vraiment envie d'arriver dans un endroit comme celui-ci. Une boulangerie haut de gamme avec de bonnes choses. Elle s'appelle Sataf. Sataf n'est pas seulement le nom de la boulangerie, c'est le nom de tout le parc ici. Le parc préserve une ancienne méthode agricole appelée la culture en terrasse. Des gradins de pierre construites par l'homme, conçus pour stopper l'érosion du sol et créer des parcelles plates pour l'agriculture sur des pentes raides. Ces terrasses étaient irriguées par l'eau de source. Et dans un instant, nous atteindrons la source de Sataf elle-même. Regardez cet olivier, comme il est beau. J'adore simplement cet arbre. Regardez-le. Alors voici la source, et à côté de chaque source en Israël, vous trouverez des gens qui vous offriront du thé ou du café. Si vous arrivez à un endroit et que personne n'est là, alors c'est à vous de préparer le café. Ce sont simplement les règles. Regardons la vidéo. Waouh, tu as de jolies joues. Regarde. תראה. L'eau de source est généralement recueillie dans un bassin comme celui que vous voyez ici. Et si vous voulez atteindre la source, l'endroit exact où l'eau sort du sol, vous devez marcher ou ramper dans le tunnel. Le monastère de l'autre côté de la vallée s'appelle Saint-Jean dans le désert. Selon la tradition chrétienne, Jean le Baptiste a grandi ici même, dans cette région d'Enkarim, qui est aujourd'hui un quartier de Jérusalem. D'accord, les gars, j'y suis arrivé. Je suis maintenant officiellement à Jérusalem. Ici, il est écrit « Comment avec un sourire ?» J'aime bien ça. Cet arbre magnifique s'appelle l'arbre de Judée. Donc ici à Enkarem, je quitte le sentier national d'Israël. Il va vers le sud jusqu'au Negev, tout le chemin jusqu'à Eilat, et moi je vais tourner à gauche et monter vers Jérusalem. C'est aussi magnifique. Je pense que je vais faire comme tous les youtubeurs qui se filment eux-mêmes.
Un plan de coupe de moi en train de marcher. Yeah. Okay. And me walking. D'accord, maintenant cette vidéo aura l'air plus professionnelle. Avant de monter au mont Herzl, je veux partager quelques réflexions. Personnellement, j'ai vraiment apprécié ce voyage. Le deuxième jour a probablement été le plus difficile, peut-être à cause de la chaleur et de cette baisse naturelle d'énergie après l'excitation du premier jour. Mais cela faisait des années que je n'avais pas fait un voyage en solo avec tout mon équipement sur le dos, et honnêtement, je pensais que ce serait bien plus difficile que ça ne l'a été. J'adore marcher, ces moments de calme à me reposer sous un arbre à midi, et simplement observer la nature. Parfois, j'essaye de filmer les animaux, mais la plupart du temps, je n'arrive pas à les capturer, et ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Je ne sais pas trop ce que cette vidéo va donner, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup insisté sur la commémoration et les mémoriaux, peut-être un peu trop. J'en ai filmé des dizaines, je ne sais pas combien d'entre eux je vais montrer dans la vidéo. J'aimerais vraiment avoir vos avis parce que ce n'est pas une vidéo typique, alors dites-moi ce que vous avez aimé et ce qui vous a peut-être manqué. Bien sûr, chaque guide le ferait différemment et parlerait de choses différentes. Au lieu des mémoriaux, on pourrait lever les yeux et parler des arbres ou des oiseaux. J'ai vraiment été surpris que pendant tous ces jours, je n'ai rencontré qu'un seul autre randonneur sur le sentier national d'Israël. Je m'attendais à en voir beaucoup plus. Je dois ajouter que cette section que j'ai faite n'est pas considérée comme la plus belle. J'ai traversé la partie la plus peuplée d'Israël, depuis la plus grande métropole, Tel Aviv, avec toutes ses villes satellites, jusqu'à Jérusalem qui est notre ville la plus peuplée. Je ne pense pas que je recommanderais cette partie spécifique pour une première, une deuxième ou même une troisième visite en Israël. Si vous voulez parcourir ce sentier, commencez par le nord ou le sud. Il y a une entreprise appelée Walkabout Love qui organise des randonnées le long du sentier. Ils transportent tout le matériel de camping et préparent les repas ensemble. Je pense que c'est une excellente option. Je n'ai pas encore randonné avec eux, mais peut-être que je le ferai à l'avenir, surtout si vous me dites dans les commentaires que cela vous intéresse. Donc peut-être que je le ferai, j'espère que les images sont réussies. Il y avait quelques passages ennuyeux de marche que j'ai laissés de côté. Et le matin, parfois, je voulais juste parcourir 10 km avant même de commencer à filmer ou à manger. Pour tous ceux qui envisagent de faire cet itinéraire, vous n'êtes pas obligé de dormir dehors. Il y a plein d'endroits où loger tout au long du chemin. Hôtel à Neve Shalom Tsuba. Vous pouvez trouver un endroit à Rosh Hashanah. J'ai marché un peu plus de 100 km en 4 jours, mais vous pouvez certainement répartir cela sur plus de temps. Quand on marche autant, on choisit ce qu'on veut montrer et ce qu'on veut cacher. Vous connaissez probablement ces vidéos Instagram versus réalité. J'y ai beaucoup pensé parce que je l'ai fait aussi, surtout le premier jour. Il y avait des endroits le long de la rivière Yarkon, surtout dans la partie centrale, qui étaient simplement couverts de déchets plastiques jetables. Le premier jour, j'ai vraiment essayé de ne filmer que les endroits qui avaient de l'air relativement corrects. L'endroit où je suis entré dans l'eau près de la maison en béton était le seul endroit propre que j'ai pu trouver. C'est très triste et maintenant je vais dire quelque chose qui ne sera peut-être pas populaire, mais c'est simplement la vérité. Les deux communautés qui laissent le plus de déchets derrière elles sont les juifs ultra-orthodoxes et les communautés arabes. Maintenant, je sais que je vais recevoir des commentaires de la part de mes partisans ultra-orthodoxes disant que je leur donne une mauvaise réputation. Et bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais on peut le voir à la nature des déchets.
La communauté ultra-orthodoxe utilise beaucoup de plastique jetable, et dans les deux communautés, les gens ne sont tout simplement pas encore assez sensibilisés. Je ne dis pas que ce sont tous de mauvaises personnes, et cela peut être désagréable à entendre, mais toute personne qui fait de la randonnée le voit et le sait. Il y avait des zones entières le long de l'Arcon que je n'ai tout simplement pas filmées, et c'est peut-être dommage parce que cela fait aussi partie du voyage. D'un autre côté, je dois dire que chaque personne que j'ai rencontrée, y compris de nombreuses personnes ultra-orthodoxes le premier jour, était vraiment gentille. Tout le monde m'a offert à manger, de l'eau ou une bière. Je n'ai pas eu une seule rencontre désagréable pendant pratiquement tout le voyage. Et voilà, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette vidéo, alors n'hésitez pas à commenter ci-dessous. N'hésitez pas. Maintenant, passons à la dernière partie. Donc, je suis à Jérusalem et je veux vous montrer un endroit très important. Ici, vous pouvez voir l'entrée de Yad Vashem. Aujourd'hui, c'est samedi, donc le musée est fermé, mais je trouve que le portail est vraiment impressionnant. Donc, dans 2 jours, il y aura la cérémonie principale autour de la tombe de Herzl. Donc c'est fermé et on ne peut pas y accéder. Donc la bonne chose, c'est que j'ai quelques photos du tombeau, donc je vais les montrer maintenant. Et je dirais aussi qu'il m'a fallu de nombreuses années pour vraiment comprendre Herzl. Et ce qui m'a aidé à le comprendre et à apprécier sa grandeur plus que tout, ce n'était pas la formation de guide touristique ni un master en histoire. Ce sont les années que j'ai vécues à Berlin et où j'ai guidé le circuit sur l'histoire juive, découvrant le monde juif d'Allemagne et de Pologne. Et cela m'a fait comprendre ce que Herzl a créé et m'a permis de l'apprécier bien davantage. En apparence, cela paraît simple. Tout le monde vous dira qu'il était le père du sionisme moderne. Qu'après le premier congrès sioniste, il a écrit « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». Mais nous le tenons pour acquis parce que nous vivons dans un monde qu'il a construit pour nous, et nous ne connaissons plus le monde d'hier, le monde dont venait Herzl. Pour comprendre ce monde, laissez-moi finir la citation. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Et si je devais dire cela aujourd'hui à voix haute, tout le monde se moquerait de moi. Peut-être dans 5 ans, et certainement dans 50 ans, tout le monde sera d'accord. Herzl appartenait à la haute société. Il écrivait des pièces à succès et collaborait avec le journal le plus prestigieux de Vienne, la capitale d'un empire. Il aurait pu mener une vie très confortable, très paisible. Mais la question juive, ou comme je préfère l'appeler, la question européenne, ne lui laissait aucun répit. Il en comprenait l'ampleur. Il comprenait que la haine des Juifs n'était pas une vieille relique, mais qu'elle était là pour durer. Et il ne s'est pas contenté de comprendre le problème, il a essayé de le résoudre. Il a approché des Juifs fortunés, des dirigeants des grandes puissances mondiales. La plupart des membres de son cercle rapproché, la haute société juive, se sont éloignés de lui. Ce qu'il disait touchait un point trop sensible. Il leur disait que tous leurs efforts pour s'assimiler échoueraient, que la vague de haine était plus forte que tout acte de raison. Stefan Zweig, le grand écrivain juif, l'humaniste qui croyait en l'Europe, a écrit qu'aucun homme à Vienne n'était plus radical que Herzl. Les premières personnes à l'avoir compris immédiatement furent les Juifs d'Europe de l'Est, des Juifs qui vivaient sous l'ancien antisémitisme et qui n'avaient jamais eu d'accès à la haute société de toute façon. Herzl n'a pas seulement proposé une idée en tant que théoricien, il a travaillé pour la réaliser. Il a parlé à des Juifs influents et à des dirigeants européens. Et plus important encore, il a organisé les congrès sionistes. Il a rassemblé un peuple autour d'une idée. Les médecins lui ont conseillé de se reposer car il était malade, mais il n'a pas pu s'arrêter. Et en 1904, à seulement 44 ans, il est parti. Stefan Zweig a écrit au sujet des funérailles. C'était un jour singulier, un jour de juillet qui ne s'effacerait jamais des âmes de ceux qui l'ont vécu. Tout ordre fut brisé par un deuil extatique et primal, comme je n'en ai jamais vu auparavant ni depuis lors à des funérailles. C'était une vaste éruption de chagrin provenant du plus profond de millions d'âmes.
me faisant comprendre pour la première fois à quel point cet individu seul avait apporté d'enthousiasme et d'espoir dans le monde grâce à la puissance d'une seule pensée. Herzl avait demandé à être enterré dans un cercueil en fer jusqu'à ce que ses os soient transférés en Israël lorsque l'État serait créé. 51 ans après avoir écrit « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». L'État d'Israël fut établi. Un an plus tard, ses restes furent amenés ici et enterrés sur la montagne qui porte aujourd'hui son nom. Je n'apporte aucune idée nouvelle, a déclaré Herzl en 1896. Au contraire, c'est une idée très ancienne, et c'est précisément là sa force. Elle est aussi ancienne que le peuple lui-même, qui n'a jamais cessé de la nourrir, même dans les jours les plus amers du désastre, le rétablissement de l'État juif. Et Ben Gourion ajouta « Le transfert des restes de Herzl à Jérusalem ne sera pas un cortège funèbre. Ce sera une marche de la victoire d'une vision devenue réalité. » Et sur ces mots, mes amis, je termine mon voyage. Depuis Jérusalem, Mir Ushalaim, Shabbat Shalom.